34, fais pas le malin si c'est pas des farces. J'ai volé un petit morceau de pain, je sais bien que c'était mal, mais j'avais faim. On a vite fait de me jeter en prison, sans aucun procès, sans me demander mon nom. Je m'attendais donc à y purger ma peine, jusqu'à ce qu'arrive cet homme qu'on appelait capitaine. Il m'a proposé un marché, il y avait besoin de marins pour naviguer. Si tu fais bien tout ce qu'on te dit, rendu là-bas promis, tu auras la vie. Saint-Malo le 20 avril, le port est plein pour le départ de mon navire qui met le cap sur la fin du monde. Ben voyons donc voir si la terre est ronde. Pourtant, 20 jours plus tard j'entends terre en vue. 10 hommes sont déjà morts du scorbut. Je vous jure c'est toute une traversée, moi j'ai payé mon dû. Je veux ma liberté. On m'a donné un petit lopin de terre, je suis devenu quelqu'un, je suis propriétaire. La rumeur dit que des filles viendront bien, je m'en choisirai une qui sentira le sapin. Ma maison de bois, on nous protège du froid, moi et ma femme grosse de 5-6 mois. J'ai découvert la couleur de l'enfer, c'est pas rouge, c'est blanc, puis appelle ça l'hiver. Au moins on se donne un coup de main, nous sommes alliés français et algonquins. Y'a rien de mieux pour la peste qu'on soigne que les conseils du sage et les soins du chaman. Et enfin se pointe le printemps, bientôt y aura du blé sur mes 4 arpents. Je me suis jamais senti aussi bien, c'est la première fois que je sais ce que je mangerai demain. Moi qui ai toujours dormi sous les ponts, moi que les gens appelaient le vagabond. Qui aurait cru que le vol d'un morceau de pain changerait ma vie, m'amènerait aussi loin, aussi loin. Nouvelle-France 1566, un navire français monte en aval. Je lui fais signe d'où je suis fier de mon nom, je suis un de Courval. Mes enfants grandiront ici, dans l'abondance et la beauté de ce pays. Ils seront fiers de qui je suis, et jamais ils le connaîtront. La misère de Paris, la misère de Paris. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la première du Parvis de la Nouvelle-France, une émission sur l'histoire de l'Amérique française. Aujourd'hui, c'est une fébrilité, c'est comme un lancement d'une fusée. Au point de vue technique, on avait toutes sortes de petites ficelles à attacher. Et puis, on est assez ambitieux au point de vue technique. Là. Je veux dire, dans les prochaines émissions, on pourra peut-être diffuser en 4K, si c'est possible. De toute façon, les émissions vont être disponibles en 4K sur la page YouTube de Vidéo Concept. De toute façon, le nom de Vidéo Concept va apparaître à la fin de l'émission. Alors, aujourd'hui, on vous présente une entrevue qu'on a captée dimanche dernier avec Maître Christian Néron à propos de son bouquin. Encore une fois, là je l'ai à l'endroit, le bouquin sur le lac de Québec de 1774 qui vient... C'est un élément historique qu'on a un peu oublié, mais qui dans le fond, remettra en question tout notre point de vue sur la situation constitutionnelle de la province de Québec. La province de Québec existe depuis longtemps, beaucoup plus longtemps que la Confédération canadienne, et sur le statut de la province de Québec à l'intérieur des colonies
britanniques en Amérique du Nord. Alors, oui, c'est ça. Ben, je voulais en même temps là, saluer Carl Brochu qui est à la régie aujourd'hui et puis le remercier de nous accueillir sur sa plateforme. C'est sûr que là, nos co-animateurs, c'est pas facile pour eux de se lever tôt, d'être là si tôt le matin, parce qu'au Québec, on rappelle qu'en principe, on commençait l'émission à 8h30. Alors, Carl, c'est un peu le coq gaulois de l'Amérique française. C'est lui qui réveille l'Amérique française les fins de semaine, alors que normalement, depuis 20 ans, on avait pris l'habitude, en tant que citadin, on avait pris l'habitude de se lever tard les fins de semaine. Mais là, avec Carl Brochu, on n'a pas le choix. Le coq gaulois de l'Amérique française nous réveille le samedi et le dimanche. Alors, ça va tout pour l'introduction. Alors, salut, Carl. Fait que on va, quand on va être prêt, la fusée, c'est sûr, ce matin, la fusée a vibré un peu en décollant. On a eu quelques petites vibrations, Luc. On a eu quelques petites vibrations. Écoute, c'est la première fois que je fais ça. Puis à Radio Infocité aussi, on diffuse simultanément. Il y a Daniel Brisson qu'on tient à remercier beaucoup aussi, qui diffuse sur tes chaînes X et autres. Même que s'il veut bien, Daniel, on va le mettre à l'écran aussi pour expliquer aux gens que c'est une collaboration qu'on fait. C'est unique au Québec. Moi, je suis là pour aider à diffuser l'information. Tu as travaillé très fort depuis quelques jours avec d'autres pour nous présenter des émissions historiques. Et on a Daniel Brisson également. Daniel. Bonjour, bon matin. Oui, et on a Jean-Marc qui aussi à Radio Infocité est en train de finir de télécharger parce qu'on a été pris à la dernière minute. Donc, je vais le voir apparaître en coulisses. Moi, aussitôt que ça va être prêt, je viens de lui parler au téléphone. Il dit, donne-moi encore 2-3 minutes, puis on va pouvoir le faire. Donc, Daniel, si tu veux bien, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes chaînes à toi aussi, puis de la collaboration qui est en train de se mettre en place ensemble. Oui, absolument. Ben, comme le slogan dit en arrière de moi, la liberté est un bien précieux qui ne peut être acquis qu'en la défendant. C'était John F. Kennedy qui avait dit ça. Et la liberté n'a pas de frontières. Donc, on travaille. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté, ça fait longtemps. J'ai une chaîne qui s'appelle FNL, Freedom News Nouvelles Libres, qui diffuse sur plusieurs canaux. Ce matin, ben, c'est seulement 2 canaux pour le moment, parce qu'on avait des choses techniques à arranger, tout ça. Donc, la page Facebook FNL 2.0, FNL Freedom News Nouvelles Libres 2.0 et le compte Twitter de FNL aussi. Non, c'est le compte Twitter, j'ai pris le gros même, Dan BQC. Alors, qui est un gros compte, beaucoup d'abonnés. Donc, c'est une portée qui se veut internationale. Et le logo d'FNL, d'ailleurs, c'est la planète Terre qui est en arrière, c'est pas pour rien. Collaboration avec Luc, je travaille depuis des mois. Alors, tranquillement, pas vite, ça monte, ça grossit. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis, ça va éventuellement, ça va diffuser aussi en direct sur les pages web, et tout ça, parce que j'ai un site web, fnlnews.info. Et ça va aller sur Rumble aussi après. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses techniques à ajuster. Mais on voit que la collaboration des plateformes, à mon avis, là, ce qu'on se rend déjà compte, ça va nous permettre, tout le monde, d'aller plus loin. Parce que quand on collabore, on s'épaule de différentes façons. Et là, je pense qu'on est parti, comme j'ai dit, là, moi, je vise à diffuser en 4K ou en cas de rendre des émissions disponibles en 4K. Parce que c'est sûr, le 4K, bon, c'est sûr que si vous avez un écran, beaucoup de gens ont des écrans 4K. C'est sûr que si l'émission, vous l'avez sur l'écran en 4K, je pense que l'expérience n'est pas la même, là. Fait qu'on se donne la peine de sortir du contenu de qualité, puis je pense que vous allez l'apprécier là, chose certaine, c'est que l'émission, soit qu'elle soit diffusée en direct en 4K, ou vous pourrez la télécharger quelque part, là, on vous mentionnera ça quand c'est disponible. Puis là, c'est ça, ma page Facebook, ceux qui sont amateurs de l'émission, qui veulent suivre ça, là, sur la page Facebook de vidéo concept, ben c'est là que, aussitôt qu'un intro est prêt ou quelque chose est prêt, je le dépose là. Fait que si les gens qui vont là, ils peuvent télécharger les intros, les extros, les émissions. Aussitôt que c'est prêt, c'est déposé là. Vous pouvez les voir
avant même, en réalité, que ce soit diffusé. Mais, puis là, vous pouvez les télécharger en 4K si vous voulez, ou en HD si vous n'avez pas d'écran 4K. Puis on tient à remercier aussi là, tous les Jean-Marc de Radio Infocité là, qui travaillent très fort actuellement. Là, je vais le voir apparaître en coulisses aussitôt que c'est prêt. Il me dit quelques minutes, c'est pas encore le cas. Mais moi, je suis très content d'accueillir ça ici à Brochu TV, Luc, parce que des émissions... Je traite beaucoup de géopolitique. J'ai beaucoup de collaborateurs qui viennent de la France. La ville où on est écouté le plus à Brochu TV pendant mes émissions, c'est souvent Paris, Marseille. J'ai eu du financement cette semaine de Marseille, de Lyon. Les émissions que je fais avec Yves Bataille en direct de Belgrade, en Serbie. J'ai souvent des francophones de la Serbie qui se classent 4e ou 5e des villes qui m'écoutent le plus. Donc, je suis très content d'en faire profiter ici. C'est des liens qu'on développe, que le général de Gaulle, à l'époque, était venu au Québec pour nous dire « Vive le Québec libre » et d'essayer de créer des liens avec la France qui, moi, à mon avis, sont porteurs d'avenir également. Donc, je tiens à saluer tous nos auditeurs d'Europe. Ça peut être parfois des sujets qui sont un peu plus arides pour des Européens. Non, mais ce matin, je trouve ça extraordinaire. Donc, vous voyez, chers abonnés qui sont habituellement, vous ne me verrez pas beaucoup ce matin, mais écoutez, c'est l'Acte de Québec de 1774 qui a eu un gros impact en Amérique du Nord et qui a changé un peu la face de l'Europe aussi, justement. Mais on voit des choses qui bougent. On est en 2024. Il y a des restants de ça, mais il y a des choses qui sont en mouvement, qui bougent encore. Donc, on va voir ce qui va arriver dans le futur. Et puis, on est dedans. Là. Il y a des mouvements majeurs qui s'en viennent actuellement. Puis une émission historique sur l'histoire un peu de l'Amérique française, là, ça devrait intéresser les Européens, puis ça devrait intéresser tout le monde, même les Africains qui ont vécu une situation coloniale. C'est un an où on vit la même histoire, là, la guerre entre l'Angleterre et la France. On l'a vécu ici, en Europe, ils l'ont vécu, l'Afrique a vécu ces conflits-là. Sauf que nous, on a notre perspective, et la perspective qu'on présente, c'est comme dans l'émission, on va parler de Lafayette. Maître Néron nous dit Lafayette. Qu'est-ce qu'il nous dit de Lafayette? Il dit Lafayette, c'était un ennemi de l'Amérique française. Alors, c'est une phrase choc, mais ça va nous... Puis, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que tout de suite, après la guerre de 7 ans, la Nouvelle-France a été cédée, et là, en 1774, et c'est la période où il y a eu, l'année précédente, il y a eu le Boston Tea Party. C'était un début de la Révolution américaine. Et la France a fait un choix stratégique d'appuyer les Américains. Et là, Maître Néron nous dit, ben là, écoutez, là, ça a peut-être été une grosse erreur. En tout cas, la France n'a rien gagné et le Canada a perdu beaucoup parce que l'Acte de Québec de 1774 nous donnait là, un territoire qui incluait là, tout l'Ontario. On se rendait là, très loin. Et nos droits... notre système légal, notre culture, notre religion, notre langue étaient protégés par l'acte de 1774. Alors, s'il n'y avait pas eu... il allait avoir une révolution aux États-Unis, mais si la France ne l'avait pas appuyé, je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, le Québec s'étendrait jusqu'à Détroit, là. Mais l'autre, en fait, juste un rappel historique toujours, oui, il y a eu la Révolution américaine et le Québec s'est fait offrir à l'époque d'adhérer aux États-Unis et de garder la langue française, c'était la condition, c'était l'offre de Benjamin Franklin, c'était pas rien. Oui, mais les offres des Anglais, on sait ce que ça vaut. C'était pas des Anglais, c'était des patriotes américains. Ils n'étaient plus Anglais, ils se sont tassés de la monarchie. Exactement, c'est ça aussi qu'on doit comprendre. 1774 n'est pas arrivé par hasard, c'est que la couronne britannique savait que les patriotes américains nous avaient envoyé une lettre venant de Philadelphie demandant au peuple canadien, à l'époque, canadien, ça veut dire à l'époque français d'Amérique, où les Américains ont dit embarquez-vous avec nous autres pour sortir le roi d'Angleterre d'Amérique. Et l'émission, vous allez voir que... J'ai vu que Jean-Marc me l'avait partagé, là, prêt à diffuser, et il me l'a refait disparaître tout de suite.
Donc, Jean-Marc, je sais qu'il nous écoute en ce moment. Jean-Marc, il trouve qu'on est tellement bon dans notre intro qu'il ne veut pas nous décoller. Oui, il va tester avant parce qu'il vient de m'écrire. Là, il dit « Donnez-moi une minute. » Ah, puis ça vient d'apparaître. Donc, on va être prêt tout le monde. Merci beaucoup. Bonne émission tout le monde. Bonne émission tout le monde. Salut Daniel. Merci beaucoup Daniel. Alors, bonjour tout le monde. On accueille aujourd'hui Maître Christian Néron pour parler de son livre formidable, je veux dire, qui est Lac de Québec. Son bouquin est formidable sur le Lac de Québec. Alors, pour recevoir Maître Néron, on a notre collaborateur habituel qui est Gilles Verrier. Est-ce qu'on peut faire monter Gilles Verrier? Salut Gilles, ça va bien? Salut Luc, ça va bien, merci. Oui, bien c'est ça. Je vais faire monter aussi notre autre co-animateur qui est Édouard Baraton, puis on va être en mesure un peu de présenter aux auditeurs l'importance. Bonjour M. Baraton, bienvenue à notre émission du Parvis de la Nouvelle-France. J'aimerais vous entendre tous les deux pour... moi, je suis tant enthousiasmé par le bouquin de Maître Néron. Je pense que ça peut avoir un impact majeur sur toute la vision constitutionnelle au Québec. Là, je pense que c'est un coup de tonnerre, à mon avis, dans le paysage constitutionnel au Québec. Alors, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez en gros du livre. Puis après ça, on va recevoir Maître Néron dans quelques instants. Gilles. Bien, c'est certain que c'est un livre exceptionnel parce que sur l'Acte de Québec, on n'a pas grand-chose de substantiel qui a été écrit. Juste en faisant le tour ici, je regardais un peu les livres que j'ai, Maurice Séguin, dans l'histoire des deux nationalismes au Canada. L'Acte de Québec, ça fait 10 pages. Dans La Coursière, une histoire populaire du Québec en 3 volumes, il y a 16 pages consacrées à l'Acte de Québec. Et Jean-Claude Dupuis, que j'avais sous la main, sous la lisse et la croix, 4 pages sur un total de 335. Bon, naturellement, peut-être un peu plus quand on compte les circonstances qui ont amené à l'Acte de Québec et tout ça. Mais il reste qu'une étude aussi approfondie sur une question comme celle-là. Je pense que ça n'avait jamais été fait. Et je pense qu'il y a des aspects de la question qui sont dévoilés ou qui sont étudiés pour une première fois. C'est intéressant. Monsieur Baraton, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, sur cette question-là, Lac de Québec, on a en effet une historiographie qui l'a probablement un peu sous-estimée dans la mesure où elle va s'être concentrée plutôt sur des luttes constitutionnelles, soit sur les conditions de la capitulation et l'établissement du régime britannique, soit beaucoup plus sur les luttes constitutionnelles de la Constitution de 1791. Alors on a un petit renouvellement historiographique quand même sur le sujet qui pointe depuis quelques années sous la forme d'articles d'historiens comme Larin, etc. Et puis il y a eu une biographie récemment, alors qui éclaire un peu le sujet, de Dave Noël sur Chartier de Lotbinière, qui était un des principaux aristocrates canadiens français de la question et qui a été mêlé un peu à ces négociations de l'Acte de Québec. Donc c'est intéressant de voir la multiplication de discussions là-dessus, et à ce moment-là, dans cette actualité-là, où il y a des échos en fait avec les débats qui font que probablement cette période-là du début du régime anglais et de la période de l'Acte de Québec a plus d'intérêt qu'il n'en avait autrefois. Parfait. Bon, ben merci. Alors, on va, sans plus tarder, on va faire entrer l'auteur du bouquin dont il est question aujourd'hui, mais Maître Christian Néron. Est-ce qu'on peut faire entrer M. Néron? Bon. Alors, bonjour, Maître Néron. Oui, bonjour. Merci de vous être levé si tôt parce qu'on est en onde ce matin à 8h30. Je sais que ce n'est pas facile pour vous d'être là à cette heure-là, mais merci de vous être rendu disponible. Alors, je sais pas comment procéder.
Maintenant, c'est sûr, là, vous me disiez, votre objectif, c'était de créer un ouvrage de référence sur le sujet. C'est sûr, on a un sujet de désaccord majeur. Je ne sais pas, je viens de le mentionner, là. En tout cas, moi, je trouve le bouquin, je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à la politique et à l'histoire, pas seulement aux spécialistes du droit, mais pour les spécialistes du droit, je pense que le bouquin est vraiment incontournable parce qu'il y amène une nouvelle perspective. Alors, je pense que je vais demander à mes co-animateurs qui sont quand même plus ferrés que moi sur le sujet de peut-être de formuler des questions pour démarrer Maître Néron, qui une fois, Maître Néron, j'ai eu quelques fois l'occasion de discuter avec lui. C'est un monsieur là, qui est en mesure d'élaborer sur le sujet en profondeur, qui est vraiment très intéressant. Alors, Gilles, peut-être... oui. Je pourrais poser une question qui permet de mettre en contexte un petit peu l'Acte de Québec, parce que ceux qui nous écoutent sont pas nécessairement familiers avec de quoi il s'agit. Alors, je vais citer Maurice Séguin, qui est un historien connu. Il écrit « L'agitation des 13 colonies entre 1765 et 1769, véritable premier cas de la Révolution américaine, exerce une influence qui peut être considérée de bon droit comme l'une des grandes causes de l'esprit libéral de l'Acte de Québec envers les Canadiens français. » Alors, ma question à Maître Néron, est-ce que vous seriez d'accord? Je sais que vous allez dans beaucoup de directions, mais est-ce que vous seriez d'accord pour faire de cet énoncé-là, disons, comme ça, une espèce de sommaire, on va dire, de l'Acte de Québec, ou si ça vous convient pas? Je pense que ça me convient pas du tout. Bon, le débat est bien lancé. Parce que ce qui s'est passé entre le gouvernement central et les Américains, finalement, ça a été plutôt mineur à cette époque-là. Et les problèmes se sont en partie réglés. Et lorsque le gouvernement a décidé de passer à l'acte, donc ça veut dire de commencer à rédiger le projet d'Acte de Québec, ils n'avaient pas du tout les Américains à l'esprit. Pour eux, le problème avec les Américains était réglé, mais c'est juste l'année suivante qu'il va se passer d'autres choses. Et là, ben, ça va raviver les braises qui s'étaient, disons, créées dans les années 1764 et suivants. Alors, quand les lords du gouvernement ont travaillé sur ce projet d'Acte de Québec, ils voulaient essentiellement régler la question de l'ordre de droit au Québec. Donc, les Américains n'étaient pas en filigrane derrière ça. Et on entend souvent que le gouvernement aurait voulu s'approprier, par exemple, l'aide des Canadiens pour éventuellement les utiliser contre les Américains, mais c'était pas le cas en 1773 et c'était pas le cas en 1774. Et ce qui va raviver les flammes, ça va être une loi qui va être passée en 1773 sur le commerce avec l'Inde et les effets vont se faire sentir 1 an plus tard. Alors, donc, les lords anglais n'avaient pas prévu qu'il y aurait une réaction américaine à cette loi sur le thé. Parce qu'auparavant, tous les marchandises devaient être transportées par des navires anglais, et on a laissé dans ce cas-là la possibilité à des navires américains de transporter du thé. Et finalement, ça a fait une espèce de concurrence déloyale, et les Américains se sont révoltés à partir de ce moment-là. Mais ça s'est envenimé assez vite, parce qu'en 1700... Oui, ça s'est rallumé très, très vite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au moment où on a conçu, on a travaillé sur l'Acte de Québec, on n'avait pas du tout les Américains à l'idée. Et on entend souvent ça, que ça aurait été fait pour acheter la paix avec les Américains,
mais ce n'était pas le cas parce que les Anglais voulaient régler la question juridique du Canada. On voulait régler la paix avec les Canadiens français. Gilles, on voulait créer, parce que dans le fond, la province de Québec était une province où l'ordre régnait et les lords du gouvernement voulaient garder l'ordre public. Et pour eux, le plus simple, c'était de rétablir l'ensemble des lois et coutumes du Canada que les Canadiens connaissaient très bien. On peut, si je peux me permettre de prendre la parole, de rebondir là-dessus, on peut dire que, de toute manière, après, au moment de l'occupation, puis au moment de la cession, s'était établi une espèce d'ordre de fait, et que cet ordre de fait avait un peu prouvé sa fonctionnalité sous plein d'aspects. Et là, je suis assez d'accord de ce point de vue-là. Prolonger et valider l'existence de l'ordre juridique de droit civil dans la province, c'était presque une mesure d'économie. Maintenant, si on aborde souvent la question du point de vue de ce que voulaient faire les Britanniques, mais je trouve qu'il est intéressant de renverser un peu la perspective et sur ce que pouvaient demander, ce que pouvaient souhaiter les acteurs canadiens-français qui se sont trouvés confrontés aux Britanniques dans le cadre de la préparation de l'acte de Québec, on va dire entre 1772 et son officialisation en 1774. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, un peu en renversant le balai, sur ce que différents Canadiens français ou ce que les groupes, l'Église, la noblesse pouvaient espérer obtenir de cet accord. Et si vous pouviez faire un peu une évaluation du bilan que vous en faites, est-ce qu'ils ont réussi? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là pour changer la perspective? D'après moi, d'abord, on ne peut pas parler des Canadiens français à l'époque. Oui, excusez-moi. Alors, ce sont les Canadiens. Et le gouvernement qui a été établi en 1763-64, les personnes qui avaient été nommées comme le procureur général, le juge en chef, eux avaient interprété finalement la proclamation de 1763 comme si elle mettait en vigueur les lois et coutumes de l'Angleterre, alors que ça n'avait jamais été l'intention des lords du gouvernement de mettre en vigueur au Canada les lois et coutumes de l'Angleterre. Et c'était pas leur façon de procéder non plus. Parce que dans toutes les colonies que les Anglais avaient en Amérique du Nord ou ailleurs, on mettait graduellement le droit anglais en vigueur lorsque c'était nécessaire. Parce que pour eux, l'ordre de droit qui existait déjà dans une colonie, et quand cet ordre de droit-là fonctionnait, eux, ça leur suffisait d'avoir un ordre. Donc, arriver avec d'autres lois que les gens ne connaissent pas, ça crée tout simplement des problèmes. Et naturellement, c'est sûr que les coloniaux, ceux qui, par exemple, partaient pour les colonies à cette époque-là, pour eux, c'était peut-être plus avantageux d'avoir du droit anglais parce qu'ils connaissaient ce droit-là. Mais les lords du gouvernement ont écrit plusieurs fois que s'ils s'en vont dans une colonie anglaise, peu importe où est la colonie, ils ne doivent pas s'imaginer qu'ils peuvent partir avec l'idée qu'ils pourront introduire ou se servir des lois anglaises dans les colonies anglaises, même dans les colonies de peuplement. Mm-hmm. Ça doit être le cas en Inde, ou j'imagine, ou dans d'autres colonies anglaises. C'est généralisé, cette méthode-là de colonisation. On voulait minimiser l'obligation de maintenir des troupes, là, ni plus ni moins. C'est ça, absolument. Alors, donc, pour eux, là, c'était une économie d'argent, finalement, et on garde l'ordre qui existe déjà et on met le minimum de force pour garder l'ordre anglais. Alors, donc, c'était leur politique partout. Et pour l'Inde, ils ont été obligés d'introduire une bonne partie du droit anglais, mais ça s'appliquait qu'aux Anglais parce que les Anglais n'étaient pas capables de comprendre les lois indiennes. Mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a été envisagé.
dans les discussions des années 1760-1770. Alors j'ai pas la date du document, je suis désolé, mais il a été envisagé de faire des tribunaux pour anciens sujets et pour nouveaux sujets dans la langue. C'est ça, oui. Ça n'a pas été retenu, mais ça a été un instant envisagé. Il y aurait eu 2 systèmes légaux, personnels, parallèles sur la province. Oui. Alors, si on revient un peu à ma question du début, je citais Maurice Séguin, qui est quand même un historien que beaucoup de gens connaissent. Alors, si lui, apparemment, fait cette erreur au niveau des causes premières de l'apparition de l'Acte de Québec, j'imagine que c'est une erreur que plusieurs historiens ou qui peut se trouver dans plusieurs autres livres d'histoire. Oui, absolument. Absolument, parce que cette idée-là, on la retrouve souvent. Et c'est pas une idée qui est fondée. Quand on regarde les textes là, de 1764 à 1774, là, on retrouve jamais de préoccupation pour utiliser les Canadiens contre finalement les Américains. Par contre, il y avait des Anglais, une partie des Anglais qui pensaient que le roi d'Angleterre voulait utiliser les Canadiens pour s'en faire une armée personnelle et amener cette armée personnelle-là à Londres pour faire valoir la prérogative royale. Donc, le roi aurait eu une armée personnelle faite de Canadiens. Ça c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la crise Wilkite en Grande-Bretagne, où vous avez cette idée que depuis qu'il y a l'union avec l'Écosse, les Écossais sont un moyen de pression qui abaisse les libertés anglaises. Et donc, il y a un peu cette idée-là avec l'annexion des Canadiens français qui pourraient devenir des auxiliaires. Alors là, en plus, elle est colportée par les Américains les plus anti-anglais qui laissent entendre que, et on retrouvera ça dans une déclaration américaine ou britannique un peu plus tard, où il y a cette espèce de relan de l'idée qu'il y aura une légion canadienne absolutiste. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que les Canadiens avaient une réputation militaire. Donc, quand ils parlaient des Canadiens, ils disaient que c'était une nation de soldats. C'est des bons tireurs, des chasseurs et des bons tireurs. Oui, mais c'était des gens qui avaient de bonnes stratégies sur le plan militaire parce qu'ils avaient été à l'école des Indiens. Et en plus, ils étaient des meilleurs tireurs que les soldats réguliers, comme les troupes régulières françaises ou les troupes régulières anglaises étaient de mauvais tireurs parce qu'on leur apprenait à tirer dans le groupe. Au milieu, vous dites, vous tirez dans le tas. Tu tires dans le tas au niveau de la ceinture, alors que les Canadiens étaient habitués à la chasse. Donc, étant habitués à la chasse, forcément, ils devenaient des bons tireurs. Les Européens sont habitués à des batailles à 30 ou 40 000 hommes qui se tirent dessus, donc à cette échelle-là, pas besoin de viser, alors que les Canadiens sont habitués à la chasse ou aux embuscades dans les bois. Donc là, c'est Monsieur Néron, vous parlez de votre le sous-titre de votre livre, c'est la continuité du droit. Alors, quand vous parlez, moi, ce que j'ai compris, quand vous parlez de continuité du droit, le premier chapitre s'ouvre avec le Conseil souverain, n'est-ce pas? Oui. Et vous continuez avec l'Acte de Québec. La continuité du droit, c'est que dans l'Acte de Québec, on trouve, là, vous allez m'éclairer là-dessus, là, dans l'Acte de Québec, on trouve une reconnaissance quand même beaucoup plus étendue que qu'est-ce que plusieurs historiens nous disent, dans le sens que là, il y a des fautes apparemment de traduction ou des fautes de compréhension qui ont été faites dans les termes et qui ont été conservés. Il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance par l'Acte de Québec du droit français. Ce que vous nous expliquez, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça, que c'est pratiquement une reconnaissance qu'on pourrait qualifier de nationale ou d'une distinction nationale, entre guillemets. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit comprendre? C'est infiniment plus large que ça. Alors, ce que les juges britanniques du Canada ont fait suite à l'Acte de Québec, ils ont essayé de réduire son champ d'application en disant que ça s'appliquait quasiment juste pour la coutume de Paris. Alors que dans l'esprit des lords anglais, c'était de remettre dans l'intégralité l'ensemble des lois et coutumes du Canada telles qu'elles avaient été mises
en 1663, alors par la décision du roi. Donc, à cette époque-là, ce que le roi avait fait, c'est qu'il avait mis en vigueur au Canada l'ensemble des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Ça avait été comme une espèce qu'on appelle aujourd'hui un coupé-collé, là, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus l'expression, mais en tout cas, c'est qu'on avait fait un duplicata des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Donc, dans le ressort du Parlement de Paris, ben, il y avait des lois qui remontaient quasiment à Charlemagne, là. Alors, donc, c'est beaucoup plus que la simple coutume de Paris. D'accord. Donc, ça confinait quasiment à une reconnaissance. Je pense qu'on ne peut pas employer le mot national parce qu'on n'est pas encore dans la question des nationalités. C'est ça, oui. Mais on est dans la tradition, dans la coutume ou dans la reconnaissance forte, on va dire, de l'existence de cette population-là dans sa continuité. Mais, on est allé aussi loin qu'on pouvait le faire à l'époque, là. Mais quand même... Non, alors là je mettrais une petite objection. Car il y a une demande autre qui avait été présentée et qui a été refusée. Et là, c'est un peu décalé par rapport au livre, mais je serais tenté de dire que c'est la pièce qui explique un peu la suite de l'histoire, me semble-t-il. En 1773, vous avez ce personnage que j'évoquais tout à l'heure, Chartier de Lotbinière, qui est un grand aristocrate canadien, et qui est à Londres pour des affaires autres, je ne vais pas sur les détails, et qui discute de ses affaires, de loi, etc. Et qui a eu une entrevue personnelle avec le roi. Tout à fait. Mais lui, justement, il a des demandes assez claires qu'il fait à Étienne Montgolfier, au vicaire de Montréal, au directeur des Sulpiciens, et qui présente aux autorités britanniques, où il dit « Si vous êtes honnête, dans ce cas-là, il faut s'assurer que les lois canadiennes que vous nous concédez ne pourront être modifiées que par les Canadiens. » Et lui demandait à ce que le Conseil législatif soit élu directement par les propriétaires de seigneuries. De manière à ce que la concession soit contrôlée par ses bénéficiaires. Et ça, il ne l'a pas obtenu. Et Chartier de Lotbinière, quelques mois plus tard, il passe à Versailles et il devient agent français pour la guerre d'indépendance américaine. Donc vous voyez que vous avez tout à fait raison sur l'ampleur de la concession, mais il n'y a pas la garantie avec. Oui, mais ça aurait été une autre étape. Ça aurait été carrément de se détacher de la couronne britannique, là. Moi, je parle à l'intérieur du régime... Lotbinière ne présente pas ça comme un projet indépendantiste. Finalement, il va passer côté français quelques mois plus tard. Ok. Mais c'est ça. Sur le moment, il demande juste que la législation soit contrôlée par des seigneurs canadiens. Ça, le roi s'est pas laissé... non, le ministère du Commerce et des colonies. Ils ont expliqué que non, il fallait pas... Et puis Carleton était totalement contre une option pareille. Carleton est très généreux d'un côté, mais... Oui, puis ça aurait pu avoir un incident, j'imagine, aux États-Unis, si on avait permis la liberté des chambres ici. Là, je veux dire, les Américains n'auraient pas été longs à demander la même chose. Mais c'est le fait qui a failli être fait en Louisiane aussi. Mais excusez-moi, je m'arrête. Mais ils avaient quand même des chambres aux États-Unis, là, dans les colonies américaines. Tout à fait. OK. Ils avaient des chambres. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que les Canadiens auraient pu obtenir beaucoup plus, selon vous? Non, je ne pense pas qu'ils auraient pu obtenir plus. Parce que ce qui intéressait les Anglais, c'est d'avoir de l'ordre, de maintenir l'ordre qui existait au Canada. Et ça, ils l'ont obtenu. C'est ça, oui. Et leur idée n'était pas d'utiliser les Canadiens contre les Américains. Okay. Si on revient sur la question de la continuité du droit, alors je pense que c'est clair quand on va du Conseil souverain à l'Acte de Québec. Maintenant, quand on passe à l'Acte constitutionnel de 1791 et puis après ça, on s'en va vers les troubles de 1837, 38, 39 et l'Acte d'Union, est-ce que là, on ne peut plus parler de continuité du droit? On s'en va dans la discontinuité du droit. Est-ce que je me trompe? C'est parce que les coloniaux anglais au Québec étaient de plus en plus puissants. Et finalement, le gouvernement central
gouvernement métropolitain devait écouter d'une certaine façon ces gens-là. Donc, eux voulaient changer l'ordre de droit pour qu'il y ait un ordre de droit favorable à leurs intérêts. OK. Alors, avec l'acte d'union qui est quand même imposé, si je ne me trompe pas, Louis-Hippolyte Lafontaine parvient à faire reconnaître la langue française comme une langue d'usage au Parlement, mais on ne retrouvera plus les droits qui avaient été accordés à l'époque avec l'acte de Québec. Oui, mais l'acte d'union de 1840 n'a jamais été légal au Québec. Parce que le Canada a été acquis par une conquête et une conquête militaire pour agrandir son domaine international n'a jamais été reconnue par le droit international coutumier. Donc, Georges III est devenu un souverain de fait et non pas un souverain de droit. Et l'acte d'union, finalement, a été adopté par un usurpateur. Donc, au niveau, si on regarde uniquement le droit international coutumier, la loi de 1840, finalement, n'est pas légale. Okay. Maître Néron, peut-être vous pourriez nous parler un peu de c'est quoi, pour nos auditeurs, c'est quoi le droit international coutumier, c'est quoi son impact, et est-ce qu'il y a encore cours aujourd'hui ou oui. Allez-y, oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi pour nos auditeurs. Le droit international coutumier s'est développé tranquillement à partir des Grecs et des Romains. Alors, plus tard, on va appeler ça le droit des gens, parce qu'à un moment donné, l'Empire était immense et il fallait que les gens puissent avoir des rapports juridiques à partir de règles qui étaient plutôt, qu'on pourrait appeler de générales ou internationales. Donc, c'est comme ça qu'un corpus de lois, qu'on va appeler plus tard le droit international coutumier, va se former graduellement. Et donc, étant donné que ce droit-là, depuis le Moyen Âge, ne reconnaissait pas qu'on puisse agrandir son domaine par la guerre, par une guerre injuste. Donc, les conséquences d'une loi injuste, finalement, ne changent pas le droit. Mais n'empêche que le rapport de force existe quand même. Donc, c'est une souveraineté de fait et non pas une souveraineté de droit. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus qui est spécifique au droit français. Je ne prétendrai pas parler de ça pour le droit des autres pays, mais dans le droit français ancien, en effet, à partir, on va dire, du XIVe siècle, se fixe globalement l'idée de l'indisponibilité et de l'incessibilité de la couronne et du domaine royal. Et donc, oui. En effet, le roi de France n'a pas le droit formellement de céder des territoires. Et alors, ça oblige les juristes à faire des contentions pas possibles. La contention qu'ils vont principalement développer, c'est de différencier la condition de sujet. On admet qu'un habitant d'un territoire perdu va devenir un sujet d'une puissance étrangère, de la naturalité, c'est-à-dire ce qui vous fait français en droit civil. Et c'est pour ça que les Flamands, qui étaient devenus sujets du roi d'Espagne au début du XVIe siècle, continuent, du point de vue du droit français encore à la veille de la Révolution, d'être des naturels français sous certaines réserves. Et c'est ce qui va concerner les Canadiens aussi dans la perspective française après 1763. Mais c'est là qu'il faut bien différencier les ordres. Comme disait Montesquieu, il y a 3 ordres, le droit des gens, le droit politique et le droit civil. Et si le droit politique interdit au roi de France de céder le territoire, si le droit civil reconnaîtra toujours les Canadiens comme des naturels français, le droit des gens admet d'un point de vue coutumier la cession de territoire malgré tout. Je serais un peu moins radical sur vous sur l'idée que c'est illégal. Le droit des gens l'admettait. Même si c'est en contradiction avec les autres ordres de droit, ça je suis totalement d'accord. Mais par contre, en France, les grands auteurs ont toujours considéré que le droit international coutumier et le droit national français étaient très liés. C'était pratiquement le droit national français était tout simplement une continuité du droit international coutumier. Alors, c'est plutôt le 20e siècle qui va faire la différence, là, qui va dire, ben ça, c'est du droit international public et du droit national. Mais à l'époque, les auteurs considéraient que le droit national, le droit local et le droit international étaient liés et il n'y avait pas de coupure entre les deux. C'est vrai, mais ce sont des prétentions de juristes français. C'est loin d'être la réalité. Vous voyez mais
tous les grands auteurs français étaient unanimes à dire ça. Ah oui, mais tous les grands auteurs français avaient un intérêt objectif à raconter que leur droit était le droit international et à confondre les deux ordres de droit, si je puis me permettre. Peut-être. Oui, ben c'est ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va plaider. En tout cas, je ne sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais ça ouvre une perspective de plaider des choses. Gilles, est-ce que tu avais autre chose? Et puis, c'est ça, on va là, le temps file, je veux dire, on va continuer pendant une vingtaine de minutes. Après ça, on va terminer et on va reprendre après ça une autre session pour continuer, là, qu'on vous diffusera plus tard là, pour dans l'avenir, dans une autre émission. Fait qu'on continue une vingtaine de minutes, on va prendre une pause, puis après ça, on va enregistrer une future émission. Alors, Gilles. Oui, alors, si on continue, parce que votre livre, Maître Néron, évolue, puis ça nous amène finalement jusqu'à 1982. Là. Donc, moi, j'ai des questions par rapport à ça, parce que une des questions qui me vient à l'esprit, c'est que, en quelque part, dans votre livre, vous dites au moins à un endroit, sinon à deux endroits, vous reprochez ou vous mentionnez que nos institutions d'enseignement du droit et l'enseignement du droit en général n'ont pas été à la hauteur. Ont manqué à leur... ont manqué. Je vous dis pas à leur devoir, mais peut-être qu'ils ont manqué à leur devoir. En fait, moi, de la façon que... je vais vous demander de nous expliquer un peu plus qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ça, parce que vous n'allez pas plus loin. Mais je trouve que ce serait intéressant moi, j'aimerais ça entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Est-ce que on a manqué de rappeler le véritable sens de l'État, de l'Acte de Québec comme étant une continuité du Conseil souverain, comme étant notre assise constitutionnelle à partir de laquelle on pouvait se former finalement une espèce une assise de revendication constitutionnelle à partir de ces éléments-là. Mais Néron, allez-y, sans vous mettre à dos vos confrères du barreau. Non. Si je vous les ai à dos, je vous taquine. J'en ai déjà beaucoup sur le ado. Alors, et c'est pas d'hier. Mais moi, ce que je dis, c'est que dans nos facultés de droit, on néglige absolument d'enseigner la philosophie du droit. Il y a à peu près aucune faculté qui enseigne la philosophie du droit. Et concernant l'histoire du droit, lorsqu'ils enseignent l'histoire du droit, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, nos facultés de droit forment des techniciens du droit positif. Et quand vous leur demandez, par exemple, quelle est la définition de la loi, quelle est la définition du droit, ils sont toujours vagues, ils sont comme pris par surprise. Alors, mais s'ils avaient eu plus de formation et plus d'intérêt pour la philosophie du droit et l'histoire du droit, je pense qu'ils auraient une formation générale qui leur permettrait de distinguer les sources du droit, l'utilité du droit, les fondements du droit et connaître plus précisément les concepts de droit. Mais ça n'existe pas. Surtout quand on est en droit constitutionnel, je comprends que quelqu'un qui plaide des causes de divorce, c'est pas tellement essentiel pour lui, là, mais quand on touche des sujets comme le droit constitutionnel, je pense que d'avoir une certaine de profondeur philosophique, ça peut être important. Gilles, est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais sur l'autre aspect, dans le sens que parce qu'on sait qu'on a dérivé quand même du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel s'est adapté aux espèces de coups de force constitutionnels qui ont eu lieu. Autrement dit, toute la plaidoirie du droit, comme on va dire en 1982, le renvoi à la Cour suprême, par exemple, c'est fait à partir de bases qui ne sont pas celles qui étaient invoquées dans les débats constitutionnels de 1965 sur la Constitution.
Vous l'avez vous-même à la page 175 de votre livre quand vous parlez du dialogue entre George Brown et Georges-Étienne Cartier, où George Brown dit il nous faut consulter les vues des Canadiens français aussi bien que les nôtres. Ce projet peut être adopté, mais nul autre qui n'aurait l'assentiment des deux populations ne saurait l'être. C'est là que Georges-Étienne Cartier dit « là est toute la question ». Oui. Et Brown de répéter « oui, effectivement, là est toute la question ». Mais finalement... Je vais juste terminer mon idée. Oui. De qui parle-t-on? On parle de deux populations. On parle de Canadiens français. Mais quand on arrive en 1981 et qu'il y a le renvoi qui est fait à la Cour suprême à Londres, ces deux populations-là n'existent plus. On ne parle plus de Canadiens français. Oui. On a fait une substitution. Oui. On a fait une substitution, une espèce de glissement sémantique, c'est fait, ni plus ni moins, où les Canadiens français, parce que le référendum de 1980 vient d'avoir lieu, où nous sommes tous fiers d'être Québécois et nous sommes tous Québécois, il n'y a plus de Canadiens français, on essaie d'atténuer ou de faire disparaître leur existence finalement. Alors, autrement dit, on plaide sur d'autres choses, on ne plaide plus sur les arguments qui avaient été invoqués par George Brown et qui avaient été entérinés par Georges-Étienne Cartier. On est ailleurs, on est dans une société et dans une nation différente. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui au moment où on se parle. Mais déjà, ça avait pris forme dès les années 1980. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, juste avant de vous laisser répondre, je veux juste mentionner aux auditeurs que le livre de Maître Néron est disponible gratuitement pour téléchargement en format PDF sur le site vigile.net. Alors, ceux qui veulent lire cet excellent ouvrage, vous pouvez le télécharger gratuitement sur vigile.net. Maître Néron. Oui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que George Brown a dit et la réponse de Cartier. Mais George Brown disait ça parce qu'il était durant les débats parlementaires sur la Confédération et il voulait avoir une majorité du vote des Canadiens à cette époque-là. Mais il a obtenu la majorité qu'il voulait. Donc, je pense que ça a été 27 contre 25. Et après ça, le Canada a totalement oublié cette affirmation-là et la réponse de Cartier. Donc, après ça, ça n'a plus jamais existé. Mais tout ça m'évoque une prise de parole qui a lieu en 1785, donc 10 ans après l'acte de Québec, au conseil du gouverneur, lorsque le gouverneur, c'est pas le gouverneur lui-même, c'est son substitut parce qu'il est en voyage, annonce que, étant donné que maintenant les loyalistes vont arriver, il va falloir changer les règles et qu'on sera content que les actuels membres du Conseil législatif, les quelques membres de la noblesse canadienne qu'on veut bien y faire siéger, participent au nouveau changement. Et vous en avez un qui s'énerve. Alors, il n'est pas identifié dans le texte. Moi, je pense que c'est François Baby. Et qui fait une colère et qui dit mais si c'est comme ça, on ferait bien de retourner auprès de nos anciens maîtres. Et il se ravise très très vite. Et le gouverneur, enfin le substitut du gouverneur note dans son rapport où il raconte cet événement. S'il a fait ça, c'est parce que quelques mois plus tôt, il y avait Lafayette à la frontière américaine. Et donc vous voyez, les analyses du droit sont très importantes et parfois extrêmement précieuses. Mais faute de fortifier le droit, l'on justifie la force. Et le droit finit par devenir chiffon de papier. Moi, à mon avis, à cause de sa mauvaise compréhension, même si ça joue parfois, c'est vrai. Mais parce que le droit est fondé sur une force. Oui. Puis Lafayette, finalement, a toujours été l'ennemi, finalement, de l'Amérique française. C'est pas si vrai que ça. Là. Moi, en 1792, il y a un Canadien réfugié en France qui vient demander à l'Assemblée nationale des secours et il a une lettre de Lafayette pour soutenir sa cause. Donc, oui, un individu, mais par contre, le Québec et le Canada français n'ont jamais été avantagés par les prises de position de Lafayette. Et le fait que Lafayette a réussi à mettre la France
du côté des Américains. Parce que si la France était restée neutre et s'il n'y avait pas eu de volontaires français qui se seraient mis du côté américain, il est certain que le gouvernement britannique aurait remis les Américains à leur place et on aurait pu profiter des avantages de l'acte de Québec qui restituait aux Canadiens quasiment l'ensemble du territoire que la Nouvelle-France avait. Donc, il faudrait un débat juste sur la guerre d'indépendance américaine, les Canadiens et les Français. Je vous assure qu'il y a de quoi faire 2 heures d'émission. Oui, mais c'est ça. On pourra certainement, dans une prochaine émission, revenir là-dessus. C'est pas tellement couvert dans le bouquin là, sur Lac de Québec. Est-ce que ça serait le temps de prendre une petite pause et de revenir justement, je vous laisse réfléchir au sujet que vous... Gilles, dernière intervention, puis après ça... Oui, tu peux pas attendre après la pause. T'es comme un jeune fougueux qui n'a pas la patience. OK, vas-y, Gilles. Là où je voudrais entendre Maître Néron, c'est sur la question du glissement qui se fait entre les droits qui sont reconnus aux Canadiens français en 1867 et que c'était... Bon, je sais que c'est de la fraude, là. George Brown ne croit pas du tout à ce qu'il dit, là, on est d'accord. On est absolument d'accord là-dessus, mais il le dit quand même, puis Georges-Étienne Cartier embarque là-dedans. Mais on est dans les droits d'une population canadienne-française. On n'est pas dans les droits du Québec. Le Québec n'existe pas là, à ce moment-là. Oui, d'une certaine façon, mais c'est certain que... Parce que le Province of Québec a été créé en 1763, mais je veux dire, est-ce qu'on peut indistinctement parler d'une population canadienne-française et parler du Québec? Je pense qu'aujourd'hui, c'est 2 choses complètement différentes, dans le sens que le Québec défend l'idée qu'il a des droits constitutionnels en s'appuyant sur les Canadiens français qui ont obtenu ces droits constitutionnels-là, mais qu'il ne reconnaît plus. Le Québec ne reconnaît plus les Canadiens français, ne veut pas rien avoir avec l'existence des Canadiens français. Autrement dit, l'État du Québec s'est séparé des Canadiens français, mais en même temps, il réclame des droits qui viennent des batailles menées par les Canadiens français au lendemain de la conquête, l'acte de Québec, 1867, où est-ce qu'on a ces débats constitutionnels-là, où il est de toute façon limpide que les 2 peuples en présence sont les Canadiens de souche, les Canadiens fondateurs de la Nouvelle-France et les Canadiens anglais ou les British là, qui sont là de l'autre côté. Alors, nous ne sommes plus dans cette réalité matérielle ou humaine. C'est pour ça que ceux qui plaident les droits du... a renié l'existence des Canadiens français. Il ne veut rien savoir. Je veux dire, l'évêque va défendre en 1981 les droits du Québec, tout de suite après avoir fait un référendum où est-ce que les Canadiens français sont exclus comme n'étant plus pertinent. Ce n'est plus pertinent. C'est la population du Québec qui doit décider démocratiquement de l'avenir du Québec parce que nous sommes tous des Québécois, soit nous le sommes de fait et mentalement, ou soit nous sommes en train de le devenir. Alors, il y a là un écart qui est fait. C'est pour ça que c'est difficile, Gilles, c'est pour ça que c'est difficile pour le gouvernement du Québec, dans ses réclamations, de bénéficier des acquis que les Canadiens français avaient acquis. Là. C'est comme si ça n'existait pas, on part à zéro, on part sur une page blanche. Mettons là-dessus. Bon, les Canadiens français hors Québec n'ont jamais eu aucun pouvoir politique. Donc, ils en avaient au Québec, bien entendu. Et finalement, George Brown, quand il parle, par exemple, des descendants des vaincus, ou des descendants des vainqueurs, descendants des vaincus, il pense à ceux qui sont au Québec parce qu'au Québec, ils ont un réel pouvoir politique. Et l'objectif premier de George Brown, lors de la Confédération, c'était de mettre un nouveau système qui mettrait
le Québec et les Canadiens français les subordonnés perpétuels des Canadiens britanniques. Et il a réussi son coup à 100%. Bon, ben, là-dessus, on va mettre un terme et on va vous laisser cogiter vos questions. On va laisser, vu que la prochaine phase va être diffusée plus tard, on va laisser M. Baraton soigner sa grippe. On espère qu'il va nous revenir. Désolé, j'étais vraiment pas très bien, vraiment. Ouais, pas de problème. Qui va nous revenir pour la prochaine phase en pleine forme. Alors, merci beaucoup d'avoir participé, puis à très bientôt. Eh bien, c'est moi, merci. Bonne journée. Bon, c'est ça, là, on prend un peu par surprise. C'était pas tout à fait fini. Là, on avait les crédits pour la musique de l'émission. Là, c'était en tout cas, René Aubry, je pense, qui est le musicien français. Là, Alors, c'est ça. Bienvenue à nos collaborateurs. Moi, j'ai pris des petites notes pendant l'émission. Bonjour, Guy. Bonjour. Gilles, Édouard. C'est ça, on s'est vu un petit peu dans les coulisses, là, mais merci d'être là ce matin pour commenter notre entrevue. C'est sûr que M. Baraton, vous disiez qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense que c'est un premier tour de roue intéressant. On va donner suite. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas qui veut commencer avec ses commentaires sur ce qu'on vient de voir. Peut-être, je ne sais pas, on va tirer au sort. Tiens, Guy, qui est le petit nouveau. Guy est un peu stagiaire. On va le prendre comme puis on verra comment il performe. Puis, Sans doute. Oui, j'ai presque terminé la lecture du livre et puis c'est très bien écrit, c'est d'une lecture facile. Il y a une section, disons, où on est plus dans les arcanes du droit, là, c'est au niveau sémantique, puis on va dire civilisationnel, du concept des droits, de la propriété, la conception anglaise vis-à-vis la conception française. Mais ce qui ressort de ça, c'est que dans l'acte de Québec, on récupérait l'entièreté de notre droit dans tous les domaines. Mm-hmm. Et puis, les coloniaux britanniques étaient choqués d'avoir à se conformer à un système dont ils ne connaissaient pas la langue. Et puis, mais c'est vrai, à la lecture du livre, on voit la détermination des lords anglais à avoir ce résultat-là. Et puis, on oublie aussi que l'acte de Québec, finalement, la dimension du territoire qui a été redonnée aux Canadiens, par exemple, dans le Midwest américain, c'est là que la survivance du souvenir canadien est la plus forte. Encore aujourd'hui, oui. Effectivement, puis sur notre site web, on peut voir qui fréquente le site, là, et puis il y a une concentration dans cette zone-là. Alors, c'est des affaires qu'on a oubliées, qu'on nous a fait oublier, disons. Mais on parle de George Brown, okay, de l'esprit de George Brown, et comparé à l'esprit des lords. Et puis, la conquête du Canada avait mis les Britanniques dans une situation particulière, on va dire. Puis, fragile, on peut dire même. Oui, puis il ne faut pas oublier que, comme le mentionne Maître Néron dans son livre, l'Empire était à ses débuts. Hein? Et puis, il y avait l'influence des Lumières, okay, qui se reflétait dans le système de droit qu'on avait en Nouvelle-France, mais
les lords anglais, c'était des individus du calibre pour apprécier ces choses-là. Alors, finalement, les quelques marchands anglais, des petits roquets agressifs, là, qu'on a vus au début de leur présence, ben, c'est leur esprit qui s'est généralisé dans l'Empire. OK? Et puis. Mais au Canada, c'est eux qui ont eu le déçu, là. Oui, mais ce qui s'est passé au 19e siècle, dans le monde anglo-saxon généralement, OK, c'était la justification de leur racisme. C'était le darwinisme. Parce que Charles Darwin, il a fait ses travaux sur l'origine des espèces, puis tout ça, mais là, il y a des politiques qui ont récupéré ça pour dire, OK, nous autres, on domine parce qu'on est les plus forts. OK? Mais tu as raison, Guy, de dire que les marchands sont imposés partout dans l'Empire, parce que je lisais récemment qu'en Inde, la Compagnie des Indes avait une armée. La compagnie, c'est une compagnie privée de marchands, là. Ils gouvernaient les Indes et puis le gouvernement britannique, la couronne était un peu comme ça impressionnait les Indiens quand ils allaient parader là-bas, là, mais que l'armée qu'il y avait en Inde était une armée privée à l'époque. Guy, on va faire un tour de table à M. Baraton parce qu'aujourd'hui, il faut aller quand même assez rapidement. Il faut finir à peu près dans 20 minutes. M. Baraton, vos premiers commentaires sur l'entretien avec Maître Néron. Alors, il y a beaucoup de choses à en tirer sur le rapport entre la question du rapport du passé, du présent, les formes de présence du passé dans le présent. Qu'est-ce qui reste de ça? En quoi ça fonde ou ça ne fonde plus les ordres juridiques malgré les effets de continuité ou de rupture? Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on entrevoit un peu à travers ça d'autres histoires qui auraient pu se jouer si les rapports de force avaient été légèrement différents. L'héritage aurait été différent. On voit aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé mais qui en filigrane est très important, c'est que en intégrant quand même une partie du droit français et en langue française au Canada, en le reconnaissant, l'autorité britannique a suscité la création d'une classe sociale de gens qui avaient la capacité de lire et d'interpréter ces textes et qui devaient être francophones. Et en fait, ça a fait naître sociologiquement ce qui allait devenir le Parti patriote. Vous voyez, 2 générations plus tard. Ça fait naître une élite. Et puis, je trouvais ça intéressant de souligner que dans l'entrevue, on avait vraiment le point de vue d'un historien. Gilles, je le considère, il est très fort en histoire, mais Gilles, c'est un type qui était impliqué dans la politique, en tout cas qui a une vision, puis qui a un objectif politique. Puis on avait M. Baraton, qui a le point de vue historique. Et puis, c'est un peu entre le point de vue historique et puis le point de vue du droit qu'il y a eu un débat. Et moi, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que oui, c'est vrai que la force prime le droit, là, mais en temps normal, M. Baraton, là, si je vous fais un procès et je vous harcèle, vous allez voir que c'est pas de la violence physique, là, mais je veux dire, ça a un effet. Le droit, c'est une autre forme de force. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Québec, là, la première chose, pour que tes droits soient une arme, premièrement, il faut être conscient que tu as des droits, et deuxièmement, il faut les défendre. C'est pas parce que tu as des droits que les gens vont venir te chouchouter puis te dire « Ah, tu as des droits. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as des droits, tes droits sont écrits quelque part, il faut que tu ailles te battre pour les affirmer, et c'est pas ça que nos élites ont fait, soit par ignorance ou je ne sais pas trop, ils sont faits influencés par justement l'élite anglophone, mais le combat politique mais pas que parfois pour des raisons autres. Par exemple, si on regarde, on va dire les plus loyalistes, la noblesse et le clergé, s'ils acceptent d'avaler toutes les couleuvres, c'est parce qu'ils font un arbitrage. L'arbitrage, c'est est-ce qu'il vaut mieux rester loyal à la cour britannique et maintenir la population canadienne dans l'obéissance, quitte à perdre un certain nombre d'avantages en essayant de négocier le maintien de nos positions personnelles, ou est-ce qu'il faut aller à la confrontation, et dans ce cas-là, ça veut dire basculer côté américain ou basculer côté Révolution française. Mais maintenir le système, je veux dire, les avocats ou les élites avaient quand même certains privilèges,
tout en laissant la suprématie aux anglophones dans le domaine du commerce et du domaine politique, mais les élites pouvaient profiter de quelque chose, puis c'est sûr que de contester l'ordre établi pouvait amener à peut-être un rééquilibrage des forces dans la société. Gilles? Oui, bien, on a manqué de continuité du droit, comme le titre de l'ouvrage de Maître Néron, c'est la continuité du droit. On a manqué dans la continuité du droit. Ça a commencé à s'effriter après l'acte d'union, à l'acte d'union, où moi, je situe, on va dire, les troubles de 1837-39 et l'acte d'union comme un commencement d'effritement des droits forts qu'on avait obtenus, on va dire, avec l'acte de Québec. Alors, l'effritement de la continuité du droit se fait en raison de l'effritement du patriotisme canadien, dans le sens que de plus en plus de gens, d'élite, une partie de plus en plus importante de nos élites, refusent de défendre, en fin de compte, nos acquis. Et puis là, Maître Néron a mis le doigt un petit peu sur le problème. Un des problèmes, en fait, c'est que nos facultés de droit, notre élite juridique n'a pas été prise en charge pour, disons, nous représenter avec une bonne formation dans le domaine de la philosophie du droit et dans le domaine de l'histoire du droit. Alors que dans les conditions matérielles dans lesquelles nous étions comme peuple conquis et peuple fragile, cette dimension-là qui devait étendre, disons, la fonction du droit, élargir la fonction du droit aux dimensions que je viens de mentionner, n'a pas été faite. Alors donc, ça a induit une fragilité qui nous a fait perdre pied et ce qui est arrivé finalement, c'est que la dernière tentative qu'on peut dire de récupérer les acquis et de réactualiser les acquis de l'Acte de Québec, c'est avec Daniel Johnson en 1968. Et puis, ça a été immédiatement dénoncé par René Lévesque qui a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, on a un problème Le Canada, c'est une maison de fous, il faut mettre de l'ordre à l'intérieur du Canada, il faut avoir une souveraineté association entre deux peuples et il faut que les deux peuples se partagent les droits, les pouvoirs, ces choses-là, mais ces deux peuples-là sont déterminés comment, ce n'est plus les Canadiens et Français dont il s'agit. Il s'agit d'un référendum qui va faire en réalité deux entités politiques et non plus des entités socioculturelles. L'identité socioculturelle, parce que la cause a d'abord des racines socioculturelles, mais on va les faire disparaître au profit d'une d'entité politique que pourrait être, par exemple, un Québec associé avec un Canada, où c'est des pouvoirs politiques, c'est une superstructure politique qui remplace les combats, si on veut, qui étaient de nature socio-historique antérieure. Oui, puis Gilles, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé un lien là, pour justement récemment avec le décès de Jean-Pierre Ferland. Il y avait un article là, dans le Journal de Québec là, où on disait que c'était un pionnier de la musique québécoise francophone. Fait que vois-tu, comme s'il y avait une musique québécoise francophone. Et puis là, je veux dire, il y a une musique québécoise anglophone, j'imagine, ça doit être Léonard Cohen ou je ne sais pas trop, et que j'aime beaucoup, là, mais je veux dire, ailleurs, on est rendu, là, on n'est même plus de la musique québécoise, on est de la musique québécoise francophone. C'est que le Québec est devenu un petit Canada, hein? Dans le fond, c'est qu'on a le Québec est devenu on a une mimétique, et puis c'est sûr que la mentalité de protéger les puissants, les avocats semblent l'avoir
intégré. Et je veux dire, moi, je rappelle que quand j'ai fait mon cours de comptabilité, c'était un peu la même mentalité, là. Quand on parlait de fraude, ben, c'était toujours les employés qu'il fallait surveiller et jamais un système de contrôle qui était neutre puis qui surveillait même les patrons. Fait on sait très bien que les grosses fraudes, c'est pas l'employé de base qui sort avec les gros magots, les grosses valises d'argent, c'est plutôt les membres de la haute direction. Alors, il faut que les professions soient capables de défendre, qu'il y ait une certaine intégrité, puis ce n'est pas toujours le cas. Guy, on revient à toi. Oui, la question des facultés de droit. Dans une histoire alternative, les facultés de droit auraient pu être des foyers de dissension, cultivant, disons, l'idée de l'héritage légal, tu sais, prêt à le remettre sur la table à la première provocation. Et puis, dans l'Empire britannique, bon, tu sais, il y a eu Gandhi puis tout ça, là, mais le brain trust autour de lui, c'était des avocats, c'était des jeunes avocats, hein, puis en majorité catholiques en plus, chrétiens, là. Je pense que Gandhi était avocat aussi, je ne me trompe pas. Peut-être. Puis, il avait pratiqué en Afrique du Sud. Puis, juste pour dire que ce qui aurait dû arriver ici, c'est arrivé ailleurs dans le monde. Mais c'est de l'histoire alternative, disons, c'est clair. Oui, parce que des fois, on est surpris du conservatisme de certains avocats. On se dit, quand on rencontre des avocats qui plaident du criminel, on se dit, ils voient toutes sortes de misères humaines. Ça doit être des gens très ouverts, très attendris. Et des fois, on est étonné de voir la carapace incroyable qu'ils peuvent se mettre. Pas tous. Puis il y a une autre profession où il y a un phénomène semblable, c'est la médecine. Oui. On s'habitue à voir la mort. Ça devient banal. Il y en a qui ne le supportent pas, il y en a d'autres qui s'endurcissent. En tout cas, les avocats s'endurcissent à trahir le peuple. Monsieur Baraton. Mais si on en revient à l'origine et à la question de l'existence d'une nation canadienne, puis canadienne-française, et de son éventuelle persistance dans le droit. En fait, je pense que de ce point de vue-là, le biais existe déjà au moment de l'Acte de Québec, puisqu'on n'a pas créé de statut personnel. Si on avait créé un statut personnel avec la loi civile française pour les Canadiens et la loi personnelle anglaise pour les Anglais, comme ça existait dans d'autres colonies, dans ce cas-là, on aura eu juridiquement des listes de gens qui auraient été des Canadiens. Et on aura c'est quoi un statut personnel? Un statut personnel, eh bien, ça existe dans le système, souvent dans les systèmes coloniaux. Le système français connaît ça. En fait, vous êtes d'une catégorie légale, on vous applique, par exemple, le Code civil français, et vous êtes d'une autre catégorie légale et on va vous appliquer la loi musulmane. Par exemple, en Algérie, Vous voyez ce que je veux dire. Ça a été envisagé au moment de la création de l'Acte de Québec de dire on va faire des tribunaux pour les nouveaux sujets, des tribunaux de droit français, et on va faire des tribunaux de droit anglais. Et dans ce cas-là, les gens auraient dû être inscrits comme français ou comme anglais. Et évidemment, ça aurait pu se transférer dans le droit. Mais le choix qui a été fait a été différent. En fait, on a choisi de maintenir l'essentiel du droit français civil, mais avec quelques particularités. Par exemple, on a créé la possibilité de tester, qui n'existait pas dans le droit français pour éventuellement déshériter un héritier, mais qui existait dans le droit anglais. Ce qui fait que la question de l'affiliation culturelle et juridique est devenue une question individuelle et personnelle dans la pratique, et ceci dès le début. Et en ce sens, d'ailleurs, dès 1774, on crée un conseil autour du gouverneur qui doit faire appliquer l'Acte de Québec. Oui, mais les Canadiens français ne sont qu'une minorité déjà, dès le début. Et donc, je pense qu'il faut se méfier des mots. Il y a des divergences entre la rhétorique, même juridique, et les acquis solides. Et si tout ça a sauté par la suite, c'est parce que c'était largement factice dès l'origine, en fait. Oui, mais juste avant, M. Baraton, c'est sûr qu'au point de vue c'est une nuance intéressante au point de vue historique, mais nous, là, monsieur comme Gilles Verrier, là, lui, là, c'est pas ça son objectif. Son objectif, là, c'est d'appliquer ça aujourd'hui. Et justement, comment c'est là que je pense que... D'abord, il y a une chose, là, il faut pas faire l'erreur de séparer l'Acte de Québec des articles de capitulation de Québec et de Montréal. Dans les articles de capitulation de Québec et de Montréal, le mot canadien revient je ne sais pas combien de fois, 10 ou 12 fois dans chacun des deux documents.
et on parle également des Acadiens. Alors donc, on parle d'un peuple, le peuple conquis est vraiment identifié. Ce sont les Canadiens et les Acadiens. Ils sont vraiment identifiés. Alors, l'acte de Québec, on ne peut pas le séparer quand même. Ça fait seulement 10 ans, là, de ça, 10-12 ans. Alors, on ne peut pas faire cette séparation-là arbitrairement comme ça. On sait très bien que le Canada continue de se développer avec des Canadiens de souche qui s'appellent Canadiens d'ailleurs, continuent à s'appeler Canadiens entre eux pendant très longtemps, alors que les autres sont des Anglais. Alors ça, c'est une réalité sociologique, c'est une réalité culturelle et c'est une réalité de fait. Et puis, le problème, c'est que les avancées qui ont pu être faites avec l'acte de Québec qui se sont produits dans des conditions historiques particulières n'ont pas donné lieu à une tradition de combat qui prenait pour base ou qui prenait pour assise ce qui avait déjà été gagné en 1774, même si c'était insuffisant, c'était déjà beaucoup, mais il fallait tabler là-dessus, il fallait prendre ces acquis-là comme une assise pour prolonger la lutte. Mais en réalité, il y a eu des dérapages qui se sont produits à certains moments. Il faudra que ça fasse l'objet sans doute d'autres études, mais la façon dont le mouvement patriote s'oriente est probablement ou possiblement en cause, ça sera à vérifier. L'acte d'union, ensuite, vient considérablement nous affaiblir. Et puis, la Confédération, bien là, on joue sur les mots, mais en réalité, qui étaient nos défenseurs, qui étaient nos avocats, alors que la conférence de Québec, c'est à huis clos. Gilles, on va terminer bientôt. Je voudrais juste dire à M. Baraton, là, je ne sais pas si vous avez compris le concept de l'émission. On va se mettre à trois pour vous coincer. Et là, au niveau du droit, là, moi, j'écoute les deux, votre point de vue, puis m'interrompre. Mais moi, une chose qui fait en sorte que j'ai plutôt tendance à pencher du côté de Maintenon, là, c'est qu'aujourd'hui, là, on s'en va d'une période où tout le monde a des droits, tout le monde se ramasse en cours, les droits de l'homme, ça ne finit plus. Il y a une expansion. Alors, sortir un vieux droit qui est historique, c'est d'une période où personne ne s'occupe de ce genre de choses-là. Ça serait peut-être peine perdue. Mais dans un contexte où on a les droits des Autochtones, les droits des transgenres, le droit à changer de sexe, le droit à ci, le droit à ça. C'est sûr que... je vous faire remarquer là, que les Français, vous avez il y a même la Savoie qui s'est fait inscrire, je ne sais pas si vous étiez au courant, sur la liste des pays à décoloniser. Alors, voyez-vous, là, comme ça, se faire inscrire sur une liste de l'ONU de pays à décoloniser, on peut dire, ben, c'est de la paperasse. Non. Oui, mais ça, là, mes amis, là, c'est le droit, là, ça va pas vite, le droit, mais c'est une machine, c'est comme une araignée qui tire une toile autour de toi. Là, alors là, vous avez raison, mais en fait, il faut comprendre comment moi je parle. Hein. Moi, je parle en historien. C'est ma fonction, c'est presque ma vie, hein, pour tout vous dire. Donc, c'est ma manière de présenter les choses. Mais maintenant, là, nous sommes dans un autre registre de conversation qui est de la prospective sur l'évolution du monde canadien. Et alors, je peux vous donner ma vision en tant qu'observateur, à moitié dedans, à moitié dehors. C'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un devenir empire ottoman au monde canadien, c'est-à-dire un monde qui ressemblera à l'empire ottoman du 19e siècle, où vous auriez plusieurs systèmes juridiques parallèles, exactement ce qui n'a pas été fait au Québec en 1774, mais qui pourrait advenir dans l'avenir. Et il est possible qu'en effet, reprenant des inspirations de vieilles sources du droit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une continuité du droit, c'est une invention. De la même manière que, par exemple, le drapeau que vous avez derrière vous, le drapeau de Carillon, ça a des airs d'un drapeau de français d'Ancien Régime, mais c'est une pure invention cléricale de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est de l'invention de la tradition. Et ce que vous parlez de là pourrait suggérer ça à la première ministre d'Alberta, qui serait sûrement ouvert à ces idées-là. Alors, je ne sais pas si Carl est prêt à nous lancer
le petit vidéo. Enfin, je vous remercie tout le monde. On écoute le vidéo. Puis merci beaucoup d'avoir participé. Et on se reprend rapidement là, pour la prochaine émission. Alors, merci tout le monde. Merci. Plaisir. Remonter l'Ottawa puis la Mattawa, descendre la rivière des Français, gagner la baie Georgienne, franchir les lacs Huron et Supérieur pour, de portage en portage, atteindre l'Athabasca. C'est ainsi qu'ils allaient par ce continent d'eau. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. L'étranger parle. Aujourd'hui, 20 mai 1805, après un rude hiver, nos voyageurs se sont rassemblés à Lachine, près de Montréal, comme c'est l'usage, en vue du grand départ pour les pays de l'Ouest. Spectacle étonnant en vérité. D'où je suis, je peux compter une bonne cinquantaine de grands canots s'avançant sur les eaux et se disputant la tête du convoi. Ce ne sont que chants joyeux, par où chacun se fortifie dans sa volonté d'aller jusqu'au bout, sans égard à ces fameux rapides qui entraveront fort, paraît-il, notre marche en avant. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut, c'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. À la nuit tombante, c'est la coutume des voyageurs de chercher asile sur la pointe, l'île ou la grève la plus propice à l'établissement d'un camp. Les tentes sont considérées comme exemples de superflu. Et à moins d'être clerc ou bourgeois, comme je le suis moi-même, nul n'y a droit. Du reste, les besoins du voyageur n'ont rien que de très simple. Pour abri, donnez-lui un canot renversé. Pour nourriture de tous les jours, le quart d'un petit tonneau de pois sec relevé d'un bon morceau de porc salé. Le voilà le plus heureux des hommes. Assurément, ce n'est pas un gourmet. Les galettes qu'on nous sert comportent plus que leur part d'insectes, de petits cailloux et de bonnes crasses humaines. Ainsi, ces mains-là qui ont pétri la farine achevaient à peine, je l'ai observé tout à l'heure, d'enduire le corps de leur possesseur d'un mélange d'huile de moufette et de graisse d'our, bien fait en vérité pour rebuter les moustiques, maringouins et mouches noires qui infestent ces régions. Avec la fraîcheur vespérale, descend sur le camp un grand calme, une paix délicieuse. La marmite ronfle, le feu crépite, quelque animal lointain lance son appel, tandis que 1000 échos d'autrefois se pressent à la mémoire de ces braves gens qui n'en sont pas, et c'est ce qui me rassure, à leur première équipée. À l'aube, le brouet a pris une épaisseur telle qu'une louche y tient fort bien debout. C'est alors que le voyageur l'estime digne de son estomac. Mais il arrive aussi que le premier repas de la journée ne soit ingurgité que plus tard, après que chacun a été mis en appétit par quelques bonnes lieues de route. Allez, allez! Allez les gars! Levez, levez, levez! Levez tout le monde! Allez, allez!
Patineux et toujours sur la brèche, le voyageur n'a que peu d'égards pour le tard levé, quel que soit son rang social. Il trouvera spirituel d'enterrer un citadin sous sa tente, prétextant le besoin qu'il a des montants pour charger ses canots.
On laisse terminer. Laisse terminer, Carl. Bon, on vient de m'avertir qu'on peut avoir des problèmes de copyright en ce moment, Luc. C'est ce qu'on vient de m'indiquer. On va le laisser terminer. On va le laisser terminer. Sur Radio Infocité, parce que sur Radio Infocité, c'est que c'est monétisé. Nous autres, sur Brochu TV, on n'en aura pas. Oui, c'est sûr que justement, puis ce qui est particulier, c'est peut-être que c'est ça qui alerte Jean-Marc. Normalement, on a des restrictions sur la musique, mais là, j'ai été resté surpris parce que quand j'ai déposé la vidéo sur ma chaîne YouTube, d'habitude, on a des restrictions on a des restrictions pour la musique, mais là on a une autre restriction, Carl, c'est ça que je voulais te parler. La vidéo de l'ONF est interdite de diffusion en Russie. Alors, c'est des sanctions. Alors, si les Russes ne comprennent pas que s'ils ne se rendent pas dans les prochains jours, ils vont être privés de voir des vieux films de l'ONF de 1960. Fait que je pense qu'ils vont se rendre. Moi, je pense qu'ils vont se rendre parce que... de toute façon, nous, moi, je trouve la mesure un peu sévère pour les Russes. C'est pour ça qu'on va trouver les moyens peut-être de faire une version juste pour la Russie, mais on aimerait que les Russes se rendent dans les prochains jours. Ça va nous éviter le travail de faire une version. Et là, je veux dire, pour s'excuser un peu auprès des Russes d'être privés de nos émissions, bien, Carl, j'aimerais ça qu'on termine l'émission en mettant une vidéo avec la musique russe là, que j'ai préparée. Que tu m'as préparé, j'envoie ça tout de suite pour terminer l'émission et nous, on se dit à environ 30 minutes, 11 heures. Heure du Québec, 17 heures, heure de Paris. On va être avec Jean-Michel Vernochet pour son émission hebdomadaire habituelle en direct. On tient à le dire aux gens, donc soyez des nôtres dans 30 minutes. C'est la dernière émission de la journée. Puis vous dire aussi qu'on a une émission qui va aussi demain à ne pas manquer avec Annette Matteux sur Bernard Kouchner et le trafic d'organes qui a eu lieu en Serbie, Kosovo et Albanie. Donc, fort intéressant. Elle épluche le sujet de fond en comble à ne pas manquer demain matin. Tous ces problèmes-là vont se régler quand les Russes vont se rendre et c'est sûr que en attendant, on leur envoie de la petite musique pour les faire patienter. Et Daniel Brisson qui est avec nous là, en ce moment. Daniel, aussi, demain, on m'a confirmé ta présence. Alors demain, on va, à la fin de l'émission, on va aborder ce qui s'est passé au Québec, c'est-à-dire la suspension, même le congédiement de M. Provost, un chercheur à l'Université Laval. Honte à l'Université Laval. On va ensemble éplucher le dossier. Ça va être fort intéressant. Je sais que tu connais bien le dossier. Tu étais sur place cette semaine. Donc, très content de ta collaboration demain à l'émission. À demain matin. À demain matin, tout le monde. Salut. Alors je vous laisse avec cette émission, cette petite chanson russe, Survol de Moscou. Je vous envoie ça à l'instant. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit tantôt. Чувак, как же так? Почему опять грустишь? Оглянись, улыбнись, ведь вокруг тебя Париж. Если грустен даже здесь, лучше сразу в петлю влезть. Ох, как будет нелегко утешать вдову Клико нам в парижском кабаре на Сан-Жермен-де-Прès. 2-3 стакана золотистого вина, и станет ясно, жизнь прекрасна, но одна, всего одна, но так прекрасна. Что же понапрасну так грустишь ты, глядя на Париж? Да, жизнь одна, но так прекрасна. Что же понапрасну ты грустишь, чувак, глядя на Париж? Nuit de jour, je marchais dans
les rues, je t'ai cherché, j'ai cherché mon amour. Mais Paris me jouait des tours, et la tour, tout étonné, me faisait en dîner. Chaque fois que je t'appelais, de plus belle, elle rigolait pour me faire abandonner. Mais je chantonnais, quelle importance, que t'en penses, je te trouverai. Je m'en balance du temps qui passe, du temps qu'il fait. Quand à Paris, je te parie que sur les grands petits villages où que tu te caches, je te trouverai. Quand à Paris, je te parie que sur les grands petits villages où que tu te caches, je te trouverai. Finalement, quel succès! Toute la ville pensait que c'est toi, mon amour, que je cherche nuit et jour. Et c'est vrai, on est d'accord, qui pourrais-je chercher encore? Ça paraît si évident, je t'attends, j'ai tout mon temps, en chantant à haute voix, que je n'aime que toi. Quelle importance, ce que t'en penses, je t'en trouverai. Je m'en balance du temps qui passe, du temps qui fait. Quand à Paris, je te parie que sur les grands petits villages où que tu te caches, je te trouverai. Quand à Paris, je te parie que sur les grands petits villages où que tu te caches, je te trouverai.